L'analyse est une discipline récente. Moi, je me souviens que quand j'ai fait mes études au conservatoire, la classe d'analyse n'existait pas. C'est justement dans les années 70 que la discipline de l'analyse a été en quelque sorte instituée, créée dans les conservatoires, et que petit à petit, elle a contribué à former les musiciens, à penser la musique. Bien sûr, il y avait des traités qui parlaient un peu d'analyse. Il y avait le traité de composition, par exemple, de Vincent d'Indy, sur lequel on travaillait, mais qui n'a rien à voir avec les travaux qui ont été produits ultérieurement. C'est à ce moment-là, je crois aussi, qu'ont été créées des sociétés nationales d'analyse musicale, dont la société belge d'analyse musicale, dont tu as été un des artisans. Oui, absolument. Donc c'est vrai que l'analyse musicale est une discipline qui est arrivée dans les conservatoires et donc enseignée, ça veut dire l'aspect plus pédagogique est arrivé assez tard. Malgré tout, quand même, c'est quelque chose que tout le monde a toujours pratiqué. On sait bien que ce soit Mozart ou Beethoven ou Schubert, quand il dit qu'à la fin de sa vie, il veut aller revisiter les fugues de Jean-Sébastien Bach, ben c'est effectivement de l'analyse. C'est en tant que discipline enseignée dans les conservatoires qu'elle est arrivée relativement tardivement, effectivement, dans les années 70, sans doute aussi parce que le mouvement qui avait été lancé à Paris avec Olivier Messiaen et sa classe d'analyse, où il y avait quelques étudiants relativement talentueux, puisque tu parlais de Pierre Boulez, qui était effectivement étudiant dans la classe de Messiaen, mais il y avait aussi sur les bancs d'école Karl-Heinz Stockhausen, il y avait Maderna, enfin voilà, Henri Pousseur, de très très grands compositeurs, hein, effectivement. Et donc l'analyse musicale, c'est vrai, est quelque chose qui s'est implanté de plus en plus, qui s'est, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, officialisé, à travers, entre autres, c'est vrai, la publication de nombreux ouvrages et la naissance de différentes sociétés d'analyse musicale. Et la société belge d'analyse musicale a été créée un tout petit peu plus tard, c'était dans les années 80, à l'initiative, entre autres, il faut le souligner, de Robert Vangermet, hein, qui tenait beaucoup à voir cette chose se créer, et la société est née avec comme président à l'époque Célestin de Liège, qui a fait, lui, énormément de choses dans le domaine de l'analyse musicale et qui a été un des artisans, je pense, vraiment très très important de la création de ces cours aussi au sein des conservatoires, puisqu'il était lui-même professeur au conservatoire de Liège. Mais comme tu l'as dit, de tout temps, les compositeurs ont réfléchi évidemment à l'écriture, à ce qu'ils faisaient, et bon, il y a de très célèbres musiciens qui ont écrit des œuvres tout à fait marquantes, comme par exemple, on pense certainement au traité de Rameau, 1722, traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels. D'autres compositeurs ont écrit, certains pas du tout, mais au fur et à mesure qu'on se rapprochait de notre temps, cette tendance, au fur et à mesure bien entendu que le langage se complexifiait, des compositeurs ont voulu écrire sur leur travail de réflexion, et principalement Schoenberg. Schoenberg a écrit Berg, et ils ont été amenés au fond à la conscience des musiciens par quelqu'un qui a joué un rôle à la fois important et un peu discutable, qui a été en tout cas peut-être exagéré à ce moment, c'est René Leibowitz. René Leibowitz, compositeur français, chef d'orchestre, qui avait une pratique du répertoire courant, mais qui a publié plusieurs livres où il parlait de la théorie de la musique à 12 sons, donc expliquant Schoenberg et publiant notamment des analyses qui sont devenues célèbres de pièces de Webern, comme par exemple les variations pour piano opus 27. Pierre Boulez a connu, hein, je crois, Leibowitz, il a suivi les cours, d'ailleurs. Et puis, il s'en est détaché, parce qu'il lui reprochait une vision un peu trop comptable, si je peux dire, de la conception sérielle de la musique. Il trouvait qu'il en avait institué une sorte
d'orthodoxie. D'orthodoxie qui trouvait, je crois, à juste titre, funeste et stérile. Dans l'analyse, il y a, je pense, deux aspects. Il y a la recherche, que j'ai déjà citée. Il y a aussi la vulgarisation. Bien entendu, il y a la pédagogie. On peut dire qu'il y a trois branches. Sur le plan de la recherche en Belgique, nous avons eu, bien entendu, l'apport très important de Célestin de Liège, qui était longtemps professeur d'analyse au Conservatoire de Liège, et qui a formé de très nombreux élèves qui eux-mêmes ont repris le flambeau. Célestin de Liège qui a aussi beaucoup publié, mais pas seulement sur la musique contemporaine, il a beaucoup travaillé sur des auteurs comme Schenker, etc. Il y a l'autre aspect qui est la pédagogie, que Célestin de Liège a pratiqué aussi, mais il y a aussi la vulgarisation, c'est-à-dire les concerts commentés, il y a les émissions de radio où on essaye de donner quelques balises aux auditeurs pour s'y retrouver dans le déroulement d'une œuvre. Il y a aussi des formes de vulgarisation plus élaborées. Je pense par exemple au livre de Michel Butor, Dialogue avec 33 variations de Beethoven sur un thème de Diabelli, ou de manière encore plus éloignée de la stricte analyse, le livre de Nancy Houston sur les variations Goldberg de Bach. Alors, message esquisse venons-en à cette œuvre, date de 1976 et a été écrite à l'initiative de Rostropovitch pour le 70e anniversaire de Paul Zacher. Qui était Paul Zacher? Alors, Paul Zacher était violoncelliste lui-même, chef d'orchestre, et aussi un homme qui avait la chance, voilà, c'est comme ça, d'être extrêmement riche, mais riche, vraiment. Grâce à cette fortune personnelle, il a été un véritable mécène dans le domaine de la musique du XXe siècle. Il a commandé des œuvres déjà à Bartók, puisque je crois que la musique pour cordes, percussions et célesta est une commande de Paul Zacher. Et jusqu'à la fin pratiquement du XXe siècle, il est mort en 1996, je crois, c'était quelqu'un qui a fait des commandes à différents compositeurs. C'est quelqu'un qui a créé un centre qu'on appelle évidemment le centre Paul Zacher à Bâle, où, par respect, par hommage aussi, je crois, à Paul Zacher, les compositeurs ont laissé les esquisses, les manuscrits, les partitions, et dont la Fondation Zacher est un endroit où tout analyste passe d'un jour ou l'autre pour aller regarder ce qu'il y a dans les cartons. Donc voilà qui était Paul Zacher. Et effectivement, Rostropovitch a demandé à 12 compositeurs d'écrire une pièce pour rendre hommage à Paul Zacher et pour son 70e anniversaire. Et Rostropovitch avait donné une petite règle simplement pour composer cette pièce, c'était de demander à tous les compositeurs de bien vouloir utiliser le nom de Zacher dans la pièce. Alors, ce que Boulez a fait, mais ce que les autres ont fait aussi, c'est de prendre les lettres du nom de Paul Zacher et les transposer simplement dans le domaine de l'alphabet musical. Et donc, le point commun entre les 12 pièces, c'est que Zacher est toujours présent. Ce qui est assez passionnant à regarder lorsqu'on écoute un peu toutes ces pièces et des esthétiques très différentes, et de voir à quel point ce nom peut engendrer des choses extrêmement différentes, évidemment, selon le traitement, selon ce qu'on veut en faire. Donc voilà, ça c'est l'origine de la commande. Et Boulez, lui, a été un tout petit peu plus loin que ses collègues compositeurs, puisqu'il s'est dit, si je peux utiliser le nom de Zacher sur le plan des hauteurs de notes, pourquoi pas le faire sur le plan du rythme aussi? Et il y a une chose très très amusante dans cette pièce, qui m'a de reste après donné des idées sur le plan didactique, c'est de transposer chacune des lettres du nom de Zacher dans le domaine de l'alphabet morse. Et donc, il génère un certain nombre de petites formules rythmiques à travers ça. Je
rassure, on n'écoute pas le message esquisse en se disant j'entends du morse et je reconnais le nom de, bien entendu. Tout ça est profondément musicalisé. Voilà, et donc Message esquisse, c'est une pièce qui est relativement courte. C'était du reste une des choses qui me paraissait intéressante, je crois, au moment où on a prévu de faire ce concert-analyse à l'Académie royale de Belgique l'année dernière, c'est que quand la pièce est courte, ça permet de pouvoir l'écouter. Courte, ça veut dire 8 à 9 minutes. Ça permet de pouvoir l'écouter dans son intégralité, sans qu'il n'y ait aucune indication particulière par rapport à l'écoute. Et puis, d'en discuter et la rejouer dans son intégralité après. C'est toujours très très précieux de faire ça dans ce sens-là. Et la longueur de la pièce le permet, d'une part, et puis d'autre part, c'était une suggestion que j'avais faite aussi, de travailler autour de cette œuvre-là, parce que je trouve que c'est une très très belle pièce. En plus du fait qu'elle soit propice à ce type d'exercice du concert commenté, c'est une pièce que je trouve très très belle. Tu en as apporté un enregistrement? Alors, si on l'écoutait. Je proposerais d'écouter, peut-être, je ne sais pas à qui je m'adresse, voilà, le tout début de l'œuvre, et simplement, voilà, je ne vais pas vous faire un concert analyse, rassurez-vous. Hein, mais vous allez... Ce serait bien intéressant. Vous allez entendre, je trouve ça intéressant d'écouter peut-être le tout début de la pièce, entendre un paysage sonore qui s'ouvre, et ce que vous allez entendre, eh bien, c'est le nom de Paul Sacker, simplement. Oui, mais vous verrez... quand vous lirez le livre, que je ne doute pas que vous allez bien entendu l'acquérir, vous verrez à quel point les explications, l'analyse de Jean-Marie, je ne sais pas du tout si elle serait approuvée par Pierre Boulez, d'ailleurs je ne sais pas, on va le lui envoyer, ça serait très intéressant. En tout cas, ce qu'il y a trouvé est éclairant pour l'écoute. Et je pense que, comme on n'a pas très bien entendu ce qu'on a voulu donner comme exemple, je pense que ce serait intéressant que tu expliques la première section, par exemple, qui est très, très, très claire et qui est un très, très beau projet musical. Oui, alors peut-être, avant ça, dire quelques mots sur la manière dont ce petit bouquin a été conçu. Donc, comme Pierre l'a dit il y a quelques instants, le projet, c'était de faire un concert-analyse avec un challenge quand même particulier, qui était de faire en sorte que ce ne soit pas destiné à des musiciens, en tout cas pas des musiciens professionnels, et que tout le monde puisse suivre ce concert-analyse. C'est un challenge, il y avait même un double challenge, il y avait celui-là, et puis celui qui a fait que pendant quelques semaines, j'étais un tout petit peu angoissé. C'était l'idée que Pierre Boulez serait là et que j'allais faire l'analyse de messages esquisses devant lui. Je vous avoue que ça m'a tout petit peu stressé, et quand j'ai appris qu'il ne pouvait pas venir, à la fois j'étais rassuré, mais aussi un peu triste en fait. C'est toujours le paradoxe de ce genre de situation. Donc le challenge, c'était de faire en sorte que ce soit accessible à tous. Et donc ce challenge qui était d'actualité au moment du concert analyse, il était évidemment aussi pour le petit ouvrage consacré à message esquisse. Je voulais aussi, c'était un des projets, de faire en sorte que le bouquin s'organise en deux grandes parties, si vous voulez. D'une part, l'idée de faire entrer tout le monde dans l'artisanat. De dire, ben voilà, c'est quoi écrire de la musique, comment ça se passe. Mais vraiment, on entre dans l'atelier du compositeur, se dire, ah ben voilà, je sais pas, moi chez Van Gogh, on se dit, ah ces jaunes sont formidables, on entre et on voit comment il a fait son jaune. Ça veut dire qu'il prend ça et ça. Ça c'était un des premiers objectifs, donc c'est la première grande partie du bouquin, si vous voulez, et c'était vrai dans la conférence. Et puis la deuxième partie est consacrée plus à l'idée de la perception. Qu'est-ce qu'on entend? Comment est-ce qu'on entend? Ça m'a demandé beaucoup de mal, beaucoup de précautions, parce que c'est toujours un tout petit peu délicat de proposer aux gens ou de donner des directives d'écoute. C'est évident. Donc on prend toutes les précautions qu'il faut en disant je pense que, etc. Bon, c'est vrai que c'est un sujet difficile, c'est la manière dont moi je l'entends, mais tout le monde ne peut pas l'entendre nécessairement de la même manière. Et
donne d'ailleurs un exemple sur une séquence en particulier dans l'œuvre, celle qu'on a entendue au moment où on a coupé, celle qui est extraordinairement dynamique. Je me souviens d'avoir fait un cours sur cette pièce avec mes étudiants au conservatoire, et il y en a un qui m'a dit dans les commentaires, il dit « Wow, c'est terrible, ça sonne, ça groove et ça sonne comme du jazz ». Alors, évidemment, j'étais moi très surpris. Et donc, ce que lui avait retenu de cette séquence-là, c'était un certain nombre d'accents et de choses très dynamiques qu'il avait associées tout à fait à une autre musique que celle, évidemment, de Pierre Boulez. Donc, parler de la perception, c'est toujours quelque chose d'un peu difficile. Et donc, j'ai essayé de faire le mieux possible en suggérant un certain nombre de pistes d'écoute. Et donc, effectivement, on pourrait dire quelques mots sur la manière, peut-être à travers l'explication du début de la pièce, de ce challenge, de dire comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire comprendre l'artisanat à des non-musiciens. Donc, ce que vous avez entendu là tout à l'heure, ou pas entendu plutôt, parce que évidemment c'est extrêmement piano, c'est la présentation du nom de Sacker, tout simplement, chacune des lettres. Et un des projets du début de la pièce, et c'est en ça que je trouve que Message Esquisse est une pièce vraiment intéressante et qui annonce des préoccupations du Boulez ultérieur, c'est que chaque fois, il y a donc, Pierre vous l'a dit, il y a un violoncelle principal et il y a 6 violoncelles secondaires. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est que sur le plan purement acoustique, le disque vous donne ça en stéréo, mais que quand vous êtes sur le plateau et que vous écoutez dans la salle, et que vous écoutez les musiciens sur le plateau, il y a le soliste, et il y a 6 violoncelles qui sont en arc de cercle à l'arrière, relativement espacés. Ce qui évidemment donne une spatialisation du son. Et Boulez utilise cette spatialisation vraiment dans la perspective de ce qui deviendra un peu plus tard l'idée de travailler avec des enceintes, en fait, dans le domaine de la musique mixte. On peut se dire, tiens, le son vient de là, il s'est transformé et il sort d'ailleurs. Et dans tout le début de Message Esquisse, c'est ça le projet, c'est de dire, je vais spatialiser le son, je vais le mettre en mémoire. Donc il y a le violoncelle principal qui joue, on va dire le S, la première lettre du nom de Sacker, on l'entend très clairement, et puis il disparaît. Et on se dit, mais ce S est toujours là, c'est un des autres musiciens qui l'a mis en mémoire. Et donc ça aussi, cette idée, c'est ce qui va devenir chez Boulez, un travail vraiment chez Boulez et d'autres évidemment, un travail important qui est d'utiliser les machines, l'ordinateur, pour faire ce genre d'exercice. Donc on joue quelque chose, c'est enregistré et la machine vous le rejoue après avec des transformations possibles, une spatialisation du son. Et donc tout le début est fait de cette manière-là. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure de cette idée, on n'a vraiment pas bien entendu, mais de cette idée que l'alphabet morse allait intervenir. Et en fait, effectivement, on n'entend jamais l'alphabet morse, mais il y a un passage extraordinaire qui suit la présentation du nom de Paul Sacker. C'est ce moment où chaque violoncelle secondaire joue, on dit collegno, c'est un peu comme une percussion sur les cordes. On entend des ça fait. Et chaque fois le morse qui est de chacune des lettres. Et comme les 6 font ça, on a une espèce de paysage sonore tout à fait étonnant. C'est d'une rigueur extrême dans l'écriture. J'essaye de montrer le mieux possible la manière dont les choses sont engendrées. Et j'essaye aussi d'expliquer qu'au-delà de cette technicité d'écriture, de cette virtuosité véritablement d'écriture, eh bien, il y a quelque chose qui est profondément de la grande ligne musicale. Et donc c'est un des challenges, des choses importantes chez Boulez, c'est cette extrême rigueur, pas seulement ici d'ailleurs, extrême rigueur sur le contrôle de tous les paramètres, et en même temps une musique qui semble respirer tellement naturellement. Je disais parfois, c'était à propos de Schubert, on dit, chez d'autres, c'est tellement beau qu'on a l'impression que c'est une musique qui n'a pas été composée. Elle est là, simplement. Et il y a de ça pour moi chez Pierre Boulez. Mais évidemment, je l'ai dit, je le reconnais, je suis un inconditionnel. Non, mais par exemple, l'introduction, la première séquence ici, présente cette chose vraiment extraordinaire, je trouve. Faire entendre chaque lettre, donc chaque note, successivement, à des intervalles de temps parfois assez éloignés,
Et donc, ça veut dire qu'on a une sorte de lecture auditive de la série, de ce qui va être la série, qui est dans la succession, donc dans le temps qui se déroule. Mais comme chaque son est mis en mémoire, comme tu l'as dit, au moment où ce processus est terminé, on a aussi une écoute globale et, nous disons-nous, verticale, simultanée de cette série. Donc, elle se construit dans le temps successif et puis on l'aperçoit dans un temps immédiat. Oui, en fait, il y a même 3 dimensions. Le nom de Paul Sacker, qu'on entend très très bien au début, on l'entend dans le temps. Donc, chaque note l'une après l'autre. Mais comme chacune des notes, chacune des lettres a été mise en mémoire, une fois que le violoncelle principal a terminé, on entend les 6 notes ensemble. Donc on a une dimension effectivement verticale dans ce cas-là. Et il y a une autre dimension qui arrive dans les violoncelles secondaires, et là, il faut le lire pour savoir comment ça marche, qui est dans la diagonale aussi. Donc il y a cette multitude de lectures possibles. Là aussi, je reviens sur cette idée, parce que je vois vraiment qu'elle est fondamentalement importante, sur cette idée de la complexité et de la diversité des lectures possibles. Et quand je reviens, c'est sur cette idée de... Je crois que c'est Mallarmé est, je crois, très 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 fort responsable de cette manière d'écrire et de penser, vraiment. Donc, Message et Skizz date de 1974. 76. 76. Et comment la situer dans l'état actuel de la musique? En fait, il faut voir évidemment un peu le parcours de Pierre Boulez dans ce cas-là. Pierre Boulez est quelqu'un qui, au moment où il commence à écrire de la musique, est un grand défenseur et développe des idées weberniennes. Alors, on ne parle pas en détail de ce genre de choses, mais c'est quelqu'un qui va être le grand représentant de ce qu'on a appelé, donc, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, je crois, l'idée de la pensée structuraliste en musique. Il va pousser des choses vraiment très très loin, jusqu'à un point où, voilà, ça c'est mon avis et je le partage, comme disait l'autre, à un point où parfois la complexité d'écriture est devenue peut-être plus déterminante que l'écoute. Et donc c'était sans doute une phase obligée dans l'histoire de la musique, certainement. Cette idée d'aller tellement loin dans l'idée des systèmes et des complexités d'écriture qui fait que la perception de ces choses-là est un peu endommagée, je crois. Mais voilà. Mais il va très vite se rendre compte, évidemment, qu'il faut prendre d'autres voies. Et dans les années 60, et je pense en particulier à une pièce que tu connais bien, Pierre, puisque tu en as fait la création belge, une pièce qui s'appelle Éclat, qui est, je trouve, une des pièces fondamentalement importantes, un virage dans la production de Pierre Boulez, où là, il reste en complexité de pensée. Mallarmé est là, hein, il y a un problème de Mallarmé qui n'est pas dit, mais qui est au centre de la pièce. Et là, je trouve que c'est un tournant fondamentalement important où Boulez va beaucoup plus, je trouve, travailler sur la notion de timbre et de son. Depuis cette pièce-là, c'est quelque chose de très présent dans sa musique, qui fait que, encore une fois, c'est comme ça que je l'entends, que Éclat, ou Message et Skizz, ou Réponse, qui prend une grande pièce avec orchestre et électronique, reste pour moi toujours d'une extraordinaire modernité. Je n'ai jamais l'impression, en écoutant ces pièces-là, à partir d'Éclat en particulier, d'avoir une musique qui date. Voilà. Je crois que c'est dû en partie d'abord à la qualité de cette musique, mais aussi au timbre et aux sonorités qu'il imagine. Je pense il y a une pièce qui s'appelle Sur un 6, qui est une pièce absolument extraordinaire pour 3 arcs, 3 percussions et 3 pianos, déjà des instruments associés particuliers, avec dans les percussions ce qu'on appelle des steel drums, ce sont des instruments qu'on frappe, et
il y a une magie du son. Je me souviens d'avoir parlé de ça après l'avoir écouté avec Célestin de Liège, justement, et où on était tous les deux, d'ailleurs, assez d'accord. Je me dis, mais c'est magique. C'est magique au niveau du son. C'est magique au niveau de l'écriture aussi. Mais au niveau du son, il y a quelque chose qui dans le domaine du timbre, est terriblement novateur. Et je crois que c'est un travail important chez Boulez, c'est de dire, je réfléchis à ce problème de timbre, ce problème de perception, et à travers un instrumentarium comme message esquisse, à savoir 7 violoncelles, on n'a que ces instruments-là, avec donc que ce timbre-là, avec que ce registre-là. En écoutant la pièce, on s'aperçoit quand même qu'il y a un vrai travail sur la recherche du timbre par différents procédés, mais purement acoustiques. Donc pour moi, message esquisse par rapport à la production de Boulez, elle est dans la droite continuité de cette réflexion sur le problème du timbre, de la forme aussi, et en même temps, elle reste pour moi formidablement d'actualité. Éclat, puisque tu as parlé d'éclat, c'est aussi une pièce qui fonctionne à partir de la mobilité, non pas le hasard, la mobilité. Je crois que c'est vraiment deux notions tout à fait différentes qu'on a parfois peut-être un peu confondues. Et donc c'est une pièce qui apparaît à chaque exécution sous certains aspects différents. C'est une pièce qui miroite de différentes façons. Elle a quelque chose du kaléidoscope, sauf qu'elle est en même temps extraordinairement organisée. Oui, donc ça, c'est ce qu'on appelle, comme Umberto Eco le disait, c'est l'idée de l'œuvre ouverte en fait, où les interprètes peuvent avoir une action sur le texte. Et que là, et ça rejoint un peu mais pourquoi une des choses qu'on a dans Message Esquisse, et que là est une pièce où non seulement le chef peut déclencher des choses différentes à différents moments, mais les musiciens peuvent eux aussi agir sur les choses qu'ils vont jouer. Ça veut dire qu'il y a une double action sur le plan de l'idée d'œuvre ouverte, c'est le chef qui déclenche, et à l'intérieur de la séquence que les musiciens doivent jouer, ils peuvent eux aussi décider de prendre un ordre différent. Et il y a quelque chose de, même pour l'écoute, mais pour les musiciens très certainement, quelque chose de formidablement ludique. Ludique parce que, et Boulez en parle lorsqu'il parle de cette œuvre-là, il dit mais je joue au sens vraiment, pas seulement jouer de la musique, mais je m'amuse avec les musiciens à les surprendre. Il dit, eh ben voilà, je suis là devant cette séquence, je vais leur donner un chiffre pour démarrer, ou s'il y a 4 chiffres, il doit choisir, et il lance très très vite. Il dit, ça crée d'abord une excitation chez les musiciens qui doivent réagir terriblement rapidement, donc il y a ce côté ludique, ce jeu, et en même temps, parce qu'évidemment il y a toujours quelque chose de plus chez Boulez qui se cache derrière, il dit ben, ça génère inévitablement pour l'instrumentiste une espèce de tension, d'attention particulière qui fait que lorsqu'on produit le geste instrumental, ben, il n'est pas le même que celui qu'on va faire si on est dans le confort de la préparation du geste, évidemment. Et dans Message Esquisse, ce côté ludique, je le retrouve en particulier dans une séquence que, c'est sans doute pour ça que je l'ai baptisée de cette manière-là, je l'ai appelée, peut paraître un peu étonnant, la séquence ping-pong. Alors ça m'amusait bien de parler de ping-pong dans ce cas-là, pour 2 choses. C'est celle qu'on a tout petit peu entendue tout à l'heure, là, lorsqu'on a interrompu l'écoute. Ping-pong parce qu'un des principes, c'est l'idée de rebondissement, si vous voulez, et donc l'image de ping-pong, c'est simplement la balle qui tombe, hein, simplement ça, mais qui peut à la fois tomber, et puis on peut faire une image arrière, évidemment, elle peut remonter aussi. Et puis ping-pong parce que c'est une séquence d'une extraordinaire complexité pour les musiciens. Il faut être une concentration extrême pour pouvoir, plus particulièrement les violoncelles secondaires que le violoncelle principal, terriblement concentrés. Ils sont là, parfois avec du silence, et puis ils jouent une note très rapidement, mais il faut qu'elle soit évidemment au bon endroit. Ça demande une attention, et la métaphore du ping-pong, alors, c'est aussi, et souvent, le ping-pong, c'est un sport, c'est du cousinet pour névrosé. Il faut voir les gens de ping-pong, ils sont là, c'est sans cesse dans l'attente de la rapidité des choses. Et donc, l'idée de l'image de ping-pong, que je trouvais assez marrante, et à la lumière du côté un peu ludique de cette séquence-là, voilà, ça représente ces 2 dimensions. Donc,
C'est le genre de séquence, quand je parlais de l'idée d'écouter plusieurs fois ou d'avoir différents types d'écoute, eh bien, cette partie-là en particulier, je crois qu'il faut l'écouter 5, 6, 7 fois d'affilée, en se disant, j'écoute ça, mais non, j'écoute ça, mais non, j'écoute ça. Et à chaque fois, on a un éclairage différent. C'est quand même fondamentalement une des forces d'une œuvre d'art, évidemment. C'est la multiplicité des lectures. Hein. Quand on lit quelque chose, qu'on écoute et qu'au bout d'une lecture, on a tout compris, ou en tout cas, voilà, le deuxième devient nettement plus emmerdant. Par contre, à partir du moment où on peut l'écouter, dire, ah mais j'ai entendu ça, j'ai découvert ça en plus, là ça devient effectivement quelque chose qui est intéressant. Pierre Boulez est quelqu'un qui dispose d'une virtuosité mentale absolument extraordinaire. Hein. Il a une rapidité de pensée, une rapidité de débit quand il parle, qui est parfois très difficile à suivre. Et par exemple, puisqu'on a beaucoup parlé d'éclat, pour avoir essayé de jouer le rôle du chef d'orchestre là-dedans, je peux vous dire que l'attention existe aussi à l'intérieur de celui qui doit décider de ce qu'il va proposer aux autres de faire, tout en essayant de se faire comprendre, etc., selon toute une série de conventions que Pierre Boulez, en tant que technicien de la direction d'orchestre, a très très bien définies, mais que lui pratique avec une apparente facilité et qui n'est pas à la disposition de tout le monde. Mais on a beaucoup parlé de technique, on a beaucoup parlé de réflexion très très conceptuelle sur la musique, etc. Est-ce que, finalement, on ne devrait pas dire que, surtout, Pierre Boulez est un poète et le créateur d'un univers poétique tout à fait nouveau, qui doit à Debussy, qui doit à Mallarmé beaucoup, à René Char, mais qui est absolument unique, qui a institué quelque chose de vraiment nouveau dans le monde des sons, et qui, au fond, nous donne à appréhender le monde et la réalité d'une façon absolument nouvelle. Oui, effectivement, mais ça c'est peut-être la marque de tous les grands créateurs. Hein. C'est cette manière d'envisager la musique par rapport à son temps et par rapport à des préoccupations esthétiques. C'est tout à fait de tout temps, ça je crois. Dire que mais c'est toujours lié, me semble-t-il, inexorablement à l'artisanat. On ne peut pas concevoir l'idée de modernité d'un langage ou sans passer par l'idée de l'artisanat. Qu'est-ce que je veux dire par l'artisanat? Donner cet exemple très très simple, c'est en discutant un jour avec Jean-Luc Farchant, vous connaissez peut-être de nom, qui est un compositeur, merveilleux compositeur, et puis pianiste aussi, et il faisait un cours sur la musique de Schubert. Il parlait de l'artisanat. Et il a eu cette manière de présenter, de parler de Beethoven et de Schubert en disant, et je ne veux pas expliquer l'artisanat évidemment, mais cette image qu'il donnait, il dit Beethoven, il adore manipuler la musique. Alors on peut dire par là que ce qui intéresse Beethoven, c'est d'avoir, c'est très boulésien d'ailleurs, une espèce de première matière, de dire tiens mais je vais manipuler ça, je vais créer autre chose à partir de ça. Et puis il ajoute, c'est tout le contraire de Schubert, qui lui aime la musique. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par, il n'y a rien de péjoratif en disant aimer la manipuler, mais qu'est-ce qu'il veut dire par il aime la musique? Ça veut dire que c'est pas ça qui intéresse Schubert, c'est pas l'idée de dire je vais travailler, morceler, c'est de dire ah mais j'aime bien la mathématique là, donc je vais la refaire, tout simplement. Ce que Beethoven ne fera jamais. Donc ce qui fait le langage de Schubert et de Beethoven, ben oui, il y a une poétique qui se dégage, mais qui est, voilà, je crois, intimement liée à une manière d'écrire et de penser, véritablement. Je pense qu'on pourrait peut-être terminer par cela. On en est ici vraiment au confluent, je dirais, de l'exigence, l'exigence intellectuelle, l'exigence et le mystère. Parce que le mystère existe. Et c'est pour ça que, ayant à écrire une petite préface pour ce magnifique petit livre, je l'ai inscrite entre deux
2 citations. Une, faite par Boulez, de Baudelaire. Il se réclamait beaucoup de Baudelaire. Baudelaire qui rêvait qu'on puisse écrire un poème parfait. Une utopie, bien sûr. La citation de Baudelaire que j'ai reprise ici, c'est « Je plains les poètes que guide le seul instinct, je les crois incomplets. Il est impossible qu'un poète ne contienne pas un critique. » Et Dieu sait que Boulez est un critique d'une extraordinaire rigueur, y compris de son propre travail. Et à l'opposé, c'est-à-dire je parlais de confluent, mais on peut parler aussi d'opposé, c'est l'autre que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui elle est de Boulez lui-même. Il reste primordial de sauvegarder le potentiel d'inconnu enclos dans un chef-d'œuvre. Il me semble que comme ça, on fait un peu le tour. Je te remercie, cher Jean-Marie, de nous avoir éclairé. Je te remercie de nous avoir donné ce magnifique petit livre après cette formidable conférence. Et puisque nous sommes ici entre nous, je me dis que peut-être parmi vous, certains souhaitent poser une autre question à Jean-Marie, ou bien on vous a donné suffisamment à penser et vous préférez peut-être digérer tout ça. C'est comme vous voulez. Alors, quand même, tu te permets de dire juste, et puis on passera à des questions, mais d'abord, moi je vais remercier Pierre aussi. Quand on m'a proposé de faire cette présentation ici chez Filigrane, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté de l'organiser, je dis comment est-ce que je vais faire? Je vais me parler de mon bouquin comme ça, c'est un peu étrange. Donc, et j'ai demandé à Pierre de bien vouloir faire ça avec moi, donc je le remercie vraiment d'avoir accepté de le faire. Et donc, comme il a dit, on se connaît depuis bien longtemps, mais je voudrais quand même ajouter une chose qu'il n'a pas dite. C'est que le virus de l'analyse musicale qui m'a gagné il y a des années et des années, c'est de sa faute. Puisque j'étais encore à peine, on disait, en cours de culotte, que j'étais étudiant dans la classe de Pierre Banet. C'était mon professeur d'analyse au conservatoire. Donc, il est quelque peu responsable des élucubrations analytiques. J'en suis fier.